Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce hors-série un peu particulier. Avant de commencer, pensez à vous abonner, activez la cloche, mettez un pouce en l'air si le format vous plaît. Aujourd'hui, on ne veut pas juste parler d'argent, on va parler de choix, de vision, de société. Parce que derrière chaque décision financière, il y a une idée du monde, une idée de ce que l'on doit aux autres et de ce qu'on se doit à soi-même. La question est simple, est-ce qu'on parle d'un choix individuel ou d'un modèle de société déguisé? Ce que Procop va vous présenter, ce n'est pas qu'un portefeuille. C'est une manière de penser l'avenir, la retraite, la solidarité, la responsabilité. Et forcément, ça mérite d'être discuté, vraiment discuté. Je vais être clair dès le départ. Ce qui va suivre, ce sont des connaissances générales, et ce que je fais moi. Ce ne sont des conseils ni fiscaux, ni patrimoniaux, ni financiers. Je ne suis pas conseiller fiscal, je ne suis pas gestionnaire de patrimoine, et je ne suis pas conseiller en placement. Je partage un raisonnement, une stratégie personnelle, un retour d'expérience. Vous prenez ou vous laissez. Chacun est libre et chacun est responsable. Attends, Procop. Tu dis ce n'est pas un conseil, mais tu vas expliquer quoi faire, combien mettre, comment investir et pourquoi. Ça oriente, forcément. Ce n'est pas neutre, c'est une vision du monde avec des chiffres. Et les chiffres, ça impressionne, ça rassure, ça donne l'impression qu'il n'y a qu'une bonne réponse. Le problème, c'est que tout le monde n'écoute pas ça avec distance. Les gens qui te regardent n'ont pas tous le luxe de transformer ton témoignage en simple curiosité intellectuelle. Pour beaucoup, ce sont des décisions vitales, pas des simulations Excel. Mais je ne force personne. Je refuse l'idée qu'expliquer ce soit manipulé. Les gens sont adultes. Ils peuvent comprendre, comparer et décider. Refuser de parler, ce serait justement les infantiliser. Je donne des clés, pas des ordres. La responsabilité individuelle, ça commence là. Très bien. Avant de parler d'argent, explique-nous comment toi tu classes les gens qui investissent. Avant de commencer, un point clair. Il n'y a aucune morale ici. Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal. Je parle d'objectifs, de méthode. Chacun choisit ce qu'il préfère. Dans les grandes lignes, il existe deux profils d'investisseurs. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est lisible. Premier profil, les traders. Le trader cherche à gagner vite. Il vise le court terme, il observe les marchés en continu. Il analyse les cycles, il suit l'actualité, il cherche des points d'entrée et de sortie. C'est exigeant, ça demande du temps, de l'énergie, de la technique. On peut gagner, on peut perdre, mais on ne fait pas à moitié. Moi, je ne suis pas un trader. Je n'ai pas ces connaissances, je n'ai pas ce rythme, je n'ai pas ce temps, je n'ai pas cette envie. Deuxième profil, l'investisseur long terme. On l'appelle souvent bon père de famille. C'est une image. Lui, il pense en termes d'avenir, de patrimoine, de décennies. Il accepte la volatilité, il sait que ça monte, puis que ça baisse. Il ne panique pas, il tient. Son arme, c'est la discipline, la régularité et la patience. Et oui, c'est mon profil. Et c'est sur ce profil que je vais axer la suite de cette émission. Stop. Tu viens de dire il n'y a pas de morale. Et juste après, tu opposes les traders aux bons pères de famille. Tu viens de créer une hiérarchie morale sans l'assumer. D'un côté, le type pressé, nerveux et obsédé. De l'autre, l'adulte responsable, patient, rationnel. C'est exactement comme ça qu'on infantilise sans le dire. Tu appelles ça pédagogie. Moi, j'appelle ça un jugement déguisé. Et surtout, c'est socialement violent. Parce que tout le monde n'a pas le luxe de choisir son profil. Certains tradent parce qu'ils cherchent à survivre. Et d'autres investissent long terme parce qu'ils sont déjà protégés. Donc non, ce n'est pas neutre. C'est une vision du monde, et elle classe les gens. Non. Je décris des comportements, pas des personnes. C'est toi qui ajoutes de la morale. Change les mots si tu veux, ça ne change rien au fond. Court terme, c'est du temps et du stress. Long terme, c'est du sang-froid. Ce n'est pas moral, c'est mécanique. Et je préfère être brutalement clair que faussement rassurant. Très bien. Maintenant qu'on a classé les gens, voyons comment ton argent, lui, est censé travailler. Juste avant d'aller plus loin, je précise une chose. Si vous ne savez pas exactement ce qu'est une action, une obligation ou un ETF, nous avons déjà fait 3 capsules dédiées. Elles expliquent le fonctionnement tranquillement, sans trop de débat. Ici, on ne va pas réexpliquer ce type d'investissement, on va parler de choix. Maintenant que nous avons parlé des profils, parlons des actifs. Là encore, on peut simplifier. Il y a deux grandes catégories. D'abord, les actifs capitalisants. Ce sont des titres qui versent peu ou pas de dividendes. La valeur augmente avec le temps, ou pas. Mais l'objectif est là. On ne touche rien, on laisse travailler le capital. Le gain se fait à la fin, au moment de la vente. C'est là que la plus-value apparaît. C'est une logique de patience, de report, de capital qui grossit. Deuxième catégorie, les actifs à dividendes. Là, le fonctionnement est différent. On peut gagner sur la valeur du titre, mais surtout, on touche des revenus réguliers, des dividendes, chaque année, parfois chaque trimestre. C'est plus visible, plus concret. Certains aiment ça parce que ça rassure. D'autres préfèrent tout laisser réinvesti. Encore une fois, ce sont des logiques différentes. Il n'y a pas d'investissement meilleur qu'un autre. Tout dépend de votre mentalité et de personne d'autre. Attends, les dividendes, ce n'est pas neutre. Quand une entreprise verse des dividendes, cet argent sort de l'entreprise. Il ne va pas dans les salaires, il ne va pas dans l'investissement, il ne va pas dans la recherche. Tu appelles ça du rendement. Moi, j'appelle ça un arbitrage. Un arbitrage contre l'emploi ou contre les salaires. Et ce choix-là n'est jamais neutre socialement. Non. Un dividende, c'est une décision d'entreprise. C'est l'usage d'un profit existant.
Une entreprise rentable peut investir et verser des dividendes. Ce n'est pas exclusif. Il n'y a pas de morale dans la structure financière. Il y a des choix de gestion. Et ces choix appartiennent à l'entreprise, pas à l'investisseur individuel. Sauf que ces choix de gestion retombent toujours sur les mêmes. Et bizarrement, ceux qui encaissent ne sont jamais ceux qui supportent les sacrifices. Les dividendes ne sont pas le cœur du coût du travail. C'est pas là que se jouent les salaires ou l'emploi. J'ai déjà détaillé l'impact d'une action sur l'entreprise dans la capsule sur le sujet. Très bien. Après l'entreprise, parlons de ce que toi, tu choisis de financer. On a parlé des actifs, parlons maintenant des véhicules. Concrètement, il y en a trois. Les actions, les obligations et les ETF. Je ne vais pas les redéfinir, j'insiste un peu, hein, désolé. Si vous ne savez pas ce que c'est exactement, allez voir les capsules correspondantes. Ici, on parle de choix. Les actions, c'est une part d'entreprise. On assume le risque, on assume la durée. Les ETF, c'est la même chose, mais mutualisé. Plus simple, plus large, moins concentré. Les obligations maintenant. Personnellement, je ne les trouve pas attractives. Rendement faible, risque réel. Et surtout, pas adapté à ma stratégie. Donc, j'en détiens pas. Donc, soyons clairs, tu évites les obligations. Ça veut dire une chose, tu refuses de financer l'État. Mais tu profites de tout ce que l'État finance. Les routes, l'école, l'hôpital, la sécurité. C'est confortable. Profiter d'un système qu'on ne veut pas soutenir. Non, je contribue déjà, largement, par l'impôt, par les taxes. Les obligations, c'est pas de la solidarité, c'est de la dette. Ton système marche parce que d'autres payent maintenant ce que toi tu payeras plus tard. C'est ça la réalité. La dette, c'est un impôt différé, pas un impôt évité. Sauf que tout le monde n'a pas le luxe de choisir le moment. L'État n'est pas un bon gestionnaire. Financer quelque chose de force ne le rend pas légitime. J'ai encore le droit de choisir où va mon argent, non? D'accord. Alors parlons de l'impôt, parce que c'est là que ton choix commence à coûter aux autres. Ouais. Bon, on arrive maintenant au point qui fâche, la fiscalité. Et là, il faut distinguer deux choses. D'abord, les actifs capitalisants. Tant qu'on ne vend pas, il n'y a pas ou très peu d'imposition directe. Le capital travaille, tout reste investi. L'impôt arrive à la fin, au moment de la vente. Et oui, à ce moment-là, ça pique. Deuxième cas, les actifs à dividendes. Là, l'impôt tombe tous les ans, sur les dividendes, puis encore à la vente. Donc, il y a un choix. Fiscalité différée ou revenu régulier. Chacun arbitre selon sa stratégie, ses limites ou ses besoins. Sauf que ton choix, il commence par une optimisation. Tu choisis surtout quand tu payes l'impôt. Je choisis le timing, pas l'évitement. Oui, mais pendant ce temps-là, d'autres n'ont pas ce choix. Eux, ils payent tous les mois. Mais je paye aussi. Impôts, TVA, taxes, charges patronales et salariales. Ton modèle marche parce que d'autres payent maintenant ce que toi tu paieras plus tard. C'est ça le cœur du problème. Je viens de te dire que je payais maintenant, moi aussi. Et impôt différé ne veut pas dire impôt évité. Sauf que l'État, lui, doit payer maintenant. Les écoles, les hôpitaux, les services publics. Pas plus tard. Le problème, ce n'est pas le calendrier, c'est le niveau de dépenses publiques. Sérieusement, l'État jette littéralement l'argent des Français par les fenêtres. Donc la solution, ce serait de moins financer ce qui tient encore debout. La solution, c'est de mieux gérer. Curieusement, mieux gérer veut toujours dire moins pour les mêmes. Non, ça veut dire moins de gaspillage. Et quand tu diffères l'impôt, tu bénéficies quand même du système actuel, sans contribuer au même rythme. Mais je contribue déjà sur mon salaire et mes achats. Et je paierai aussi des impôts lorsque je vendrai mes actifs. C'est juste différé, et uniquement pour mes investissements, pas pour le reste. Différer pour toi, mais jamais pour ceux qui n'ont rien à différer. Mais tu voudrais quoi à la fin? Que je donne tout l'argent que je pourrais placer à l'État? On est déjà dans le pays le plus imposé du monde. Tu crois pas que ça suffit? Je ne veux pas que tu donnes tout. Je veux savoir ce qui arrive quand chacun prépare sa retraite tout seul. Parce que derrière l'impôt et l'investissement, il y a une vraie question. Comment on vit concrètement quand on arrête de travailler? On arrive maintenant à la fin du parcours, la décumulation. C'est le moment où on ne met plus de côté, et on vit sur ce qu'on a construit. L'objectif pour moi est simple, ne pas dépendre uniquement de la retraite française, et améliorer ma fin de vie. Je ne parle pas de luxe, je parle de liberté. Pouvoir choisir, pouvoir adapter, pouvoir encaisser les coûts. Parce que la retraite, c'est pas une récompense, c'est une phase de fragilité. Donc, tu pars du principe que la retraite collective ne suffira pas. Non, effectivement. Je pars du principe qu'elle va se dégrader, à cause de nos soucis démographiques, de nos finances et de décisions politiques à court terme. Donc, je préfère anticiper. C'est là qu'intervient la règle dite des 4%. Je simplifie volontairement. Si vous arrivez à la retraite avec 1 million d'euros, vous pouvez retirer environ 40 000 euros par an, sans épuiser le capital. C'est une règle théorique, imparfaite et à affiner. J'y reviendrai plus tard, mais elle donne un ordre de grandeur. Tu refuses la retraite par répartition parce qu'elle mutualise les risques. Or, mutualiser les risques, c'est précisément le principe d'une société solidaire. Je n'en refuse pas. Je ne lui fais plus confiance, c'est pas pareil. Mais en refusant la mutualisation, tu acceptes que chacun se débrouille seul face aux risques. Je préfère l'autonomie à la dépendance politique.
Donc la solidarité devient optionnelle? On en a déjà parlé. Pour moi, la solidarité doit être volontaire, pas imposée. Ce que tu proposes, ce n'est pas une vieillesse protégée, c'est une vieillesse performante. Ceux qui tiennent s'en sortent, les autres subissent. Non. Je propose une vieillesse préparée. Préparée pour ceux qui peuvent le faire. Oui. Et je préfère dire ça clairement plutôt que de vendre une illusion collective. Mais quand la protection dépend du patrimoine, la société se fragmente. Et quand la protection dépend uniquement de l'État, elle devient fragile. Et quand chacun se prépare seul, ceux qui tombent le font vraiment. Ceux qui gèrent notre retraite ne pensent qu'à la prochaine élection, pas plus loin. Et comme personne n'anticipe, tout le monde tombera ensemble. D'accord, on a parlé d'anticiper, de se protéger, de ne pas dépendre. Mais tout ça pose une question très simple, très concrète. Quand on n'est pas riche, quand on vit normalement, combien peut-on vraiment mettre de côté? Maintenant, la question la plus concrète. Combien investir? Là aussi, il n'y a pas de règle magique. Mais il existe des ordres de grandeur. Si vous avez confiance dans l'avenir de votre pays, mettre environ 5% de vos revenus de côté peut suffire. Si vous n'avez pas confiance, il faut viser davantage. 10%, voire plus. Ce n'est pas une injonction, c'est une indication. À ajuster selon votre situation, votre ressenti et vos projections. 5, 10%? Pour qui exactement? Pour ceux qui en ont la possibilité et la volonté. Voilà, tout est là. Ton discours s'adresse à une France qui a déjà de l'air, pas à celle qui suffoque à la fin du mois. Mais je n'ai jamais dit que c'était pour tout le monde. Je m'adresse à ceux qui peuvent le faire, malgré le fait que leur salaire super brut soit ponctionné de plus de la moitié par l'État, avant impôt sur le revenu et impôt foncier. Donc tu admets que ton modèle laisse de côté une partie du pays. Ah non, je dis qu'il faut arrêter de mentir aux gens. Dire épargner, quand on finit à découvert, ce n'est pas mentir? Mais même peu vaut mieux que zéro. Quand il ne reste rien, peu, ça n'existe pas. Alors parlons chiffres. Aujourd'hui, une personne au SMIC cotise environ 500 € par mois pour sa retraite. Et Et c'est pour le pire système possible. donc ta solution, ce serait de dire débrouillez-vous, et tant pis pour les autres. Non, ma solution c'est de rendre cet argent aux gens. Sauf que rendre l'argent sans protéger derrière, c'est transférer le risque aux plus fragiles. Prétendre protéger tout le monde en empêchant toute capitalisation, c'est organiser un appauvrissement généralisé. Le système actuel consomme des cotisations énormes pour un rendement négatif. Et c'est pas une opinion, c'est un constat. Peut-être, mais ton constat oublie une chose essentielle. Tout le monde n'a pas les moyens d'entrer dans ce raisonnement. Parce que pour investir, encore faut-il pouvoir bloquer de l'argent. Et ça, ce n'est pas qu'une question de volonté. Avant d'aller plus loin, il faut être clair. Parce que si, c'est avant tout une question de mentalité et de volonté. La bourse n'est pas pour tout le monde. Investir demande un effort conscient, pas un réflexe, pas un automatisme. Un choix assumé. Ensuite, cet effort doit être tenable, pas sur 6 mois, sur des années. Et surtout, l'argent investi doit pouvoir être bloqué longtemps, très longtemps. Si vous avez besoin de cet argent à court ou moyen terme, la bourse n'est pas une bonne idée. Dans ce cas-là, mieux vaut s'orienter vers d'autres solutions. C'est pas moins intelligent, c'est plus adapté. Argent bloqué pendant des années. Tu parles d'un privilège social. Oui, Beaucoup de gens n'ont même pas 6 mois de sécurité. Ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème de structure. justement. C'est pour ça que je dis que la bourse n'est pas pour tout le monde. Donc, tu actives un système qui fonctionne en excluant. Non, je décris la réalité au lieu de vendre du rêve. Décrire la réalité, sans la corriger, ça revient à l'accepter. Non, toujours pas. Ça permet de comprendre comment agir. Si on laissait les gens gérer leur retraite avec l'argent qu'ils cotisent aujourd'hui, même un salarié au SMIC pourrait investir. Parce que dans les faits, ils cotisent énormément. À condition de ne jamais tomber. À condition que le système ne confisque pas leur marge. Tu fais reposer la sécurité sur la capacité individuelle à encaisser les chocs. Je préfère ça à un système qui promet et échoue. Et ceux qui ne sont pas taillés pour la bourse peuvent passer par une assurance ou des services bancaires. C'est moins rémunérateur, mais il n'y a pas de coût de stress à tenir. Et ton système ne protège pas ceux qui tombent sans jamais avoir eu le choix. Mais la capitalisation, c'est pas une assurance contre la vie, c'est un outil de préparation. Confondre les deux, c'est fausser le débat. D'accord. Donc on ne parle pas de protection. On parle de ceux qui peuvent se préparer. Alors parlons de toi, Procope, de ce que toi tu fais, et de ce que ton choix dit concrètement de ta vision du monde. Maintenant, je vais être très clair. Je vais dire ce que je fais moi. Pas ce que vous devez faire, pas ce qui est bien, pas ce qui est juste. Seulement ce que je fais. Mon choix est simple. Je n'investis que dans des actifs capitalisants. Parce que je veux que 100% de mon capital travaille en permanence. Je ne veux pas de revenus intermédiaires, je ne veux pas de fiscalité récurrente. Je préfère repousser l'impôt le plus tard possible, quitte à payer cher le jour de la sortie. C'est assumé. Concrètement, j'utilise des ETF capitalisants, principalement sur le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq. Ce sont des indices larges, diversifiés. Quand une entreprise verse des dividendes, ils sont réinvestis automatiquement. Je ne les touche pas, je ne les consomme pas. Il n'y a donc pas de fiscalité immédiate. Tout reste investi. C'est une logique de long terme.
Donc tu investis partout et nulle part à la fois. J'investis dans des entreprises réelles. Des ETF étrangers. Pas d'emplois locaux, pas de territoire, pas de projet collectif. Ce que tu décris, c'est une économie hors sol. Non, c'est une économie mondialisée. Mondialisée? Ça veut dire déconnecté du réel pour beaucoup de gens. Non, ça veut dire connecté à la réalité telle qu'elle est. Mais toi, tu ne t'engages nulle part. Ni localement, ni collectivement. Comme tout le monde, je paye mes impôts en France. Et on paye tous beaucoup. Je dépense mon argent en France. Pour mes investissements à long terme, désolé, je choisis librement. Donc, chacun pour soi. Non, chacun est responsable de ses choix. Tu profites des infrastructures, des services, de la stabilité. Sans investir là où tu vis? Comme déjà dit, je travaille, je consomme, je paye des impôts en France. Mais ton capital, lui, ne crée rien ici. Il crée là où j'estime qu'il est le plus efficace. Voilà le cœur du problème. Ton modèle fonctionne si tout le monde raisonne comme un investisseur. Mais une société ne se tient pas comme un portefeuille. Mais j'ai jamais dit le contraire. Je dis simplement que je n'ai qu'une vie et que je fais des choix cohérents avec le monde tel qu'il est. Tu assumes le hors-sol, très bien. Mais quand tout repose sur une puissance étrangère, on ne parle plus de liberté. On parle de dépendance. L'objection est connue. Oui, mes investissements sont majoritairement exposés au marché américain. Et je l'assume. Parce que les États-Unis sont aujourd'hui le cœur du système économique mondial. Innovation, finance, technologie, marché des capitaux. C'est pas une préférence idéologique, c'est un constat. Tu paries sur une puissance étrangère dominante. Je parie surtout sur le système tel qu'il fonctionne. Tu mises sur un empire pour sécuriser ta retraite. Oui, bah l'Empire, il existe déjà. Et il est plus rentable d'investir là-bas plutôt qu'en France. Ce n'est pas de la prudence, c'est de la dépendance stratégique. Si les États-Unis s'effondrent, le choc sera mondial. Les marchés européens, asiatiques ou émergents suivront. Tous, sans exception. La localisation des titres deviendra secondaire face à l'ampleur de la crise. Donc tu assumes qu'il n'y a pas d'alternative. J'assume qu'il n'y a pas d'illusion protectionniste, oui. Et si l'Europe se reconstruisait autrement? Ce scénario n'est crédible ni à court ni à moyen terme. Mais si ça devait arriver, bien évidemment, je m'adapterai. Je ne suis pas marié avec le marché US. Donc ta sécurité repose sur un rapport de force mondial. Comme celle de tout le monde en fait. La différence, c'est que je le regarde en face. D'accord, tu assumes le risque économique, le risque politique, le risque mondial. Mais il en reste un autre, le plus dur à tenir. Quand tout vacille, ce n'est pas le marché qui craque en premier, c'est la tête. Effectivement, c'est un point dont on parle rarement, mais c'est certainement le plus important. Les périodes de crise, c'est là que tout se joue. Pas quand ça monte, pas quand tout va bien, mais quand ça chute, quand les écrans sont au rouge, quand les médias paniquent. La vraie question est simple. Êtes-vous capable de rester calme en pleine tempête? Donc pour investir, il faut être émotionnellement stable? Oui, parce que la bourse ne pardonne pas l'émotion. La peur fait vendre trop tôt, l'euphorie fait acheter trop tôt ou trop tard. Dans les deux cas, vous perdez. En clair, les plus fragiles sont exclus. Ton système récompense l'effort et laisse les autres à la banque. Banque, assurance, fonds de pension, à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux. Tu assumes un tri par la résistance mentale. J'assume de dire la vérité. Mentir serait pire. Dire à quelqu'un qui panique que la bourse est faite pour lui, c'est l'envoyer se fracasser au pire moment. Tu conseilles d'éviter la bourse à une partie de la population. Oui, bien sûr. Pour ces personnes, mieux vaut se tourner vers une capitalisation moins stressante. Ça leur sera plus adapté. Moins rémunérateur mais plus stable. Moins de stress, moins de risque de décision catastrophique. Ce n'est pas une protection, c'est une relégation. Non, c'est une adéquation entre des outils et la réalité humaine. Tu transformes un marché financier en test psychologique. Mais il l'est déjà. Je ne fais que le pointer du doigt. Donc, si je résume, investir, c'est une question de sang-froid, de discipline et d'acceptation du risque. Mais tout ton raisonnement repose sur une chose, une règle, une promesse implicite. Cette idée que si on fait bien, si on respecte les chiffres, le capital finit toujours par tenir. Alors parlons-en, parce que cette règle-là, la fameuse règle des 4%, tu as dit que tu y reviendrais. C'est le moment de nous en dire plus. La règle des 4% est très souvent mal comprise. Beaucoup de gens pensent que ça veut dire j'arrive à la retraite, j'ai un capital, je retire 4% de ce capital chaque année, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une erreur. Et une erreur dangereuse. Parce que le vrai risque, ce ne sont pas de mauvaises années isolées. Ce sont les premières années de décumulation. Si vous commencez à retirer un montant fixe pendant un marché baissier, vous attaquez directement le capital. Et un capital amputé au début ne se reconstruit presque jamais. Mais cette règle repose sur un monde stable, des cycles lisibles, une croissance globale. Aujourd'hui, climat, géopolitique, démographie, tout est instable. Les hypothèses explosent les unes après les autres. Tu continues à raisonner comme si l'avenir était calculable. Ce que tu proposes, c'est une sécurité privée dans un monde qui ne l'est plus. Justement, non. La règle des 4% n'est pas une promesse de stabilité, c'est une méthode d'adaptation. La bonne approche, c'est pas de retirer un montant fixe, c'est de choisir une date dans l'année, de regarder la valeur réelle du capital à ce moment-là, et de retirer 4% de ce montant précis. Si le marché baisse, vous retirez moins.
votre niveau de vie baisse aussi. Si le marché monte, vous retirez plus. Ce n'est pas confortable, mais ça évite la destruction du capital. Donc, tu assumes une retraite avec un niveau de vie fluctuant, sans garantie, sans visibilité. Une retraite où il faut s'adapter chaque année à la météo des marchés. C'est pas une sécurité, c'est une instabilité organisée. J'ai jamais promis le confort, j'ai jamais promis la stabilité. Je parle de probabilité, de robustesse et de résilience. Oui, le niveau de vie fluctue, mais le capital est préservé. Et sur le long terme, il y aura une tendance haussière. À la fin, il restera toujours quelque chose, pour soi ou pour ses enfants. C'est pas magique, c'est imparfait, mais c'est cohérent avec le monde réel. Donc, au fond, tu proposes une retraite qui tient à condition d'accepter l'incertitude permanente. Une sécurité individuelle, flexible, mais anxiogène. Ce n'est pas une promesse collective, c'est un pari personnel. Oui, c'est exactement ça. Et je préfère un pari conscient, ajusté chaque année, sans promesse magique, à une certitude affichée qui s'effondre le jour où la réalité frappe à la porte. Ce que Procope vous a présenté, il l'a dit lui-même, ce n'est pas un conseil. C'est un témoignage, son choix, sa stratégie, sa cohérence personnelle. Et sur ce point, il est honnête. Son raisonnement tient, ses chiffres tiennent, son modèle est cohérent, pour lui. Mais il faut regarder ce que ce modèle dit vraiment. Il fonctionne pour ceux qui ont déjà de la marge, du temps, de la stabilité, de la capacité à encaisser. Il transforme la sécurité en affaire individuelle. Il privatise l'avenir. Il déplace le risque du collectif vers les personnes. Et ce n'est pas neutre. Dire chacun est responsable dans un monde inégal, ce n'est pas une évidence morale. C'est un choix politique. Un choix qui accepte que certains tombent sans filet. Un choix cohérent peut-être, mais pas universalisable. Parce qu'une société qui ne tient que si tout le monde est fort, une société qui ne protège que ceux qui tiennent debout, finit toujours par laisser tomber les plus fragiles. Et quand ça arrive, ce n'est plus un problème de stratégie, c'est un problème de société. Alors oui, réfléchissez, choisissez, assumez vos décisions. Mais posez-vous une dernière question. Pas pour votre portefeuille, pas pour votre retraite, pour le monde dans lequel vous voulez vivre.